Nous en sommes maintenant à la période de questions et de réponses orales et je cède la parole au chef de l'opposition officielle. Merci, Monsieur le Président. À la CAQ, on aime ça tourner les coins ronds. On présente en grande pompe des réformes souvent imprécises, des réformes brouillonnes, des réformes qui obtiennent souvent l'unanimité, mais malheureusement contre elles. Monsieur le Président, tout le monde met en garde le gouvernement sur les tarifs d'Hydro-Québec, mais le premier ministre ferme les yeux. Les partis d'opposition sont contre, le monde des affaires est contre, les universitaires sont contre, les consommateurs sont contre, d'anciens ministres font même un front commun contre la réforme, mais c'est sûrement, encore une fois, une coïncidence. Monsieur le Président, au dépôt du projet de loi, la CAQ nous promettait un remboursement de 1,5 milliard de dollars. Leur argumentaire a finalement été détruit par les experts. Ils ont donc reformulé des tarifs moins élevés qu'avec la régie, également détruits par les experts. Nouvelle tentative du premier ministre, baisser les tarifs va inciter les Québécois à gaspiller, détruit également par les experts. Monsieur le Président, les experts le disent depuis des mois, les Québécois vont se faire avoir. Le premier ministre et son leader ont affirmé à de nombreuses reprises la semaine dernière qu'ils avaient enfin compris qu'ils vont maintenant écouter. Ils ont aujourd'hui la chance de le démontrer. Allez-vous enfin retirer votre projet de loi et retourner faire vos devoirs? Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, au cours des dernières années, les gouvernements et du Parti libéral et du Parti québécois ont augmenté les tarifs d'électricité de plus que l'inflation. Pourquoi? Parce qu'il existait depuis un certain temps une formule où, au fur et à mesure qu'Hydro-Québec augmente ses dépenses, Hydro-Québec a le droit d'augmenter du même pourcentage ses tarifs. On a voulu changer cette méthode, Monsieur le Président, et donc à partir de l'année prochaine, d'abord, la première année, les tarifs vont être gelés. Donc, tous les tarifs d'Hydro-Québec vont être gelés. Puis, les années suivantes, il y aura des augmentations qui seront limitées à l'inflation. Monsieur le Président, contrairement à ce que dit le chef de l'opposition officielle, je n'ai pas vu personne se bousculer dans les autobus pour dire qu'il était contre ça. Première complémentaire, Monsieur le chef de l'opposition officielle. Monsieur le Président, du côté de votre caucus, en tout cas, ce n'est pas exactement la même chose. Rémi Nadeau a déjà dévoilé l'insatisfaction des députés caquistes dans les médias. On ne paraît pas bien, je ne suis pas à l'aise, c'était de l'argent volé, on a dit que c'est correct, on mérite des claques médiatiques, etc. Monsieur le Président, est-ce que le premier ministre peut cesser d'ignorer son propre caucus? Je suis sûr que 90 % de ses amis Facebook vont l'appuyer dans son recul. Je vous demande à tous, évidemment, de vous adresser à la présidence selon les règles. Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, je n'ai pas besoin de consulter mes amis Facebook pour savoir que ça va pas mal mieux dans le caucus de la CAQ que dans le caucus du Parti libéral. Monsieur le Président, on sait qu'il y a une course à la chefferie qui s'en vient. On a vu le maire de Drummondville, Alexandre Cusson, qui n'est pas satisfait de la candidate qui se présente à l'intérieur du caucus. Donc, Monsieur le Président, si j'étais à la place du chef du Parti libéral, là, je m'occuperais de mes problèmes avant de regarder ceux des autres. Deuxième complémentaire, je vais vous demander encore une fois votre attention. La parole n'appartient qu'au chef de l'opposition officielle. Monsieur le chef de l'opposition officielle, votre question, s'il vous plaît. Monsieur le Président, on nous promettait maximum 1,7 % d'augmentation par année pendant 5 ans. C'est faux. Nouvelle prédiction du ministre des Finances, 2 % pendant 5 ans, c'est faux. On est maintenant rendu à 2,2 % d'augmentation dans le budget. 3 prédictions en moins d'une session. Monsieur le Président, le premier ministre n'a aucune idée des impacts du projet de loi qu'il défend. C'est tout à fait brouillon, irresponsable. Quand va-t-il cesser l'hémorragie et retirer la réforme de son ministre? On va faire attention aux propos, évidemment, dans l'utilisation. Monsieur le Premier ministre, votre réponse. Monsieur le Président, les faits sont têtus. En 2014, les tarifs d'électricité ont augmenté de 4,3 %. Le chef du Parti libéral va me dire « Oui, mais c'était le PQ ». Sauf que Philippe Couillard, le chef du Parti libéral, avait promis durant la campagne électorale de 2014 qu'il corrigerait cette augmentation de 4,3 %. Alors, qu'est-ce qui est arrivé? Pouette, rien comme d'habitude. S'il vous plaît, troisième complémentaire. Monsieur le chef de l'opposition officielle, encore une fois, on est prudent dans le propos utilisé. Monsieur le chef de l'opposition officielle, la parole est à vous. Monsieur le Président, on connaît le premier ministre. Il a toujours vu Hydro-Québec comme étant une machine à faire de l'argent
pour le gouvernement. C'est une taxe déguisée qui met à risque nos propres exportations. Et le premier ministre fonce tête baissée, même si c'est la classe moyenne, même si les plus vulnérables seront le plus durement impactés. Vous n'avez aucune idée des impacts de vos actions. Pourquoi encore se lever en cette Chambre et défendre l'indéfendable? On s'adresse toujours à la présidence. Monsieur le chef de l'opposition. Premier ministre, peut-être? Monsieur le Premier ministre, votre réponse suite à la question du chef de l'opposition officielle. À vous la parole, nous sommes attentifs. Monsieur le Président, c'est très clair que la Régie de l'énergie ne modifiera pas ses façons de vérifier les tarifs d'exportation. Parce que nous, contrairement au Parti libéral, on veut augmenter les exportations. Vous vous rappelez un certain Philippe Couillard qui disait « l'hydroélectricité, c'est dépassé ». Bien, nous autres, on pense que c'est l'avenir, c'est de l'énergie propre. Question principale, s'il vous plaît. On évite les commentaires. La question appartient maintenant au député de Laval-des-Rapides. Monsieur le député. Monsieur le Président, le projet de loi 34 est décrié par tout le monde. Comme notre chef l'a mentionné, que ce soit les chercheurs, les experts, que ce soit les associations de défense des consommateurs, que ce soit les associations qui représentent les PME ou la grande industrie, tout le monde décrit le projet de loi 34. Qu'est-ce que fait ce gouvernement, Monsieur le Président? Il tourne le dos à ceux qui critiquent le projet de loi 34. Ils font la sourde oreille, ils s'entêtent à foncer droit devant et aller de l'avant malgré l'opposition et le barrage de critiques envers le projet de loi 34. Qu'est-ce que nous avons appris cette semaine aujourd'hui, Monsieur le Président? Que l'Association pour la protection des intérêts des consommateurs de la Côte-Nord a dit la chose suivante. L'augmentation des tarifs d'électricité selon l'inflation à partir de 2021 appauvrira davantage les familles et les personnes de la Côte-Nord. Le ministre de l'Énergie est également ministre responsable de la Côte-Nord. Il semble avoir abandonné sa région. Qu'est-ce que la ministre responsable du développement économique régional fait aujourd'hui? Est-ce qu'elle va défendre les gens de la Côte-Nord? Monsieur le leader du gouvernement, s'il vous plaît. La parole n'appartient qu'au leader. Monsieur le Président, vous savez que le projet de loi 34, c'est extrêmement important pour l'ensemble des Québécois. Écoutez, Monsieur le Président, j'entends la députée de Crémazie, excusez-moi, de Maurice Richard, encore faire des commentaires. Est-ce que je peux compléter ma réponse? S'il vous plaît, écoutez, je pense que ça démarre bien. Vous avez la parole, vous prenez la parole et donnez-nous votre réponse. Continuez, Monsieur le ministre. Continue. Monsieur le Président. Monsieur le leader du gouvernement, je vous demanderai de vous asseoir 2 secondes. Je vous demande simplement de me laisser présider, vous donner une réponse. Je demande aux gens d'être attentifs. Je vous demande de continuer votre réponse et vous le faites maintenant. Merci. Alors, Monsieur le Président, le projet de loi 34 est important parce qu'on amène de la prévisibilité. On amène de la prévisibilité pour les gens. Et surtout, Monsieur le Président, on s'assure aussi qu'on va lier les revenus d'Hydro-Québec relativement au fait qu'il n'y aura plus nécessairement des augmentations qui vont faire en sorte que ça va être des augmentations importantes comme il y avait sous les anciens régimes, Monsieur le Président. Il ne faut pas faire en sorte qu'Hydro-Québec, lorsqu'il avait davantage de dépenses, il peut demander davantage de revenus aussi, Monsieur le Président. Ça, pour les contribuables, c'est une bonne chose parce que ça oblige Hydro-Québec à s'assurer d'avoir une gestion efficace de ces différents projets et de ces différents revenus, Monsieur le Président. Parce que si on dit, écoutez, dans le cadre du projet de l'appariement des revenus d'Hydro-Québec, plus on dépense, plus on va charger, mais ça n'amène pas de l'efficience à l'intérieur même de cette organisation-là et on fait la réforme au bénéfice d'Hydro-Québec. Et j'espère que le Parti libéral est conscient de cet objectif-là, parce que c'est l'ensemble des Québécois qui vont en profiter de cette loi-là et de cette mesure législative-là que nous mettons en place. En terminant, le Parti libéral devrait appuyer un bon projet de loi, Monsieur le Président. Madame la députée de Fabre pour la complémentaire. La FADOC représente 535 000 aînés au Québec. 35 des aînés vivent avec moins de 20 000 $ par année. La FADOC a des mots très durs contre le projet de loi 34 et je la cite, « Il est inacceptable qu'un aîné soit contraint de choisir entre l'achat de médicaments ou de nourriture parce que sa facture d'électricité augmente constamment. » Monsieur le Président, la ministre responsable des aînés peut-elle se lever et défendre les aînés du Québec? Monsieur le leader du gouvernement, à vous la parole. S'il vous plaît, nous sommes attentifs et c'est comme ça que ça fonctionne, à la réponse qui est donnée. S'il vous plaît. Un gel de tarifs pour l'an prochain, Monsieur le Président. Un gel de tarifs, ça veut dire 0 % d'augmentation, Monsieur le Président. La députée de Fabre devrait être consciente de cet élément-là, qu'on amène de la prévisibilité et surtout pour la première année, c'est limité à 0 %, Monsieur le Président. Lorsqu'on met en place des réformes comme on le fait présentement, on pense aux contribuables québécois de différents
des différentes tranches de la population, Monsieur le Président, qu'on soit dans une famille ou qu'on soit un aîné également qui peut avoir certaines difficultés. Alors, on pense à ces personnes-là, justement, Monsieur le Président, pour faire en sorte que, dans le cadre de leur budget, il y ait de la prévisibilité. Donc, pour la première année, ça sera 0 % d'augmentation. C'est un gel de tarifs, Monsieur le Président. On ne peut pas être plus bas qu'un gel de tarifs, Monsieur le Président. Deuxième complémentaire, Monsieur le député de Laval-des-Rapides. Monsieur le Président, en plus de nous répéter la même cassette, il bâillonne tous ceux et celles qui s'opposent à son projet de loi. Aujourd'hui, il vient de bâillonner 2 collègues ministres féminines qui sont responsables des dossiers sur lesquels ils se sont... Attention, 2 secondes. Je vous demande de vous asseoir, Monsieur le leader du gouvernement, Monsieur le député de Laval-des-Rapides. Attention aux propos utilisés, celui que vous venez de dire. Vous n'êtes pas obligé, vous êtes capable de prendre des mots qui reflètent votre pensée. Soyons prudents dans l'utilisation de nos propos. Monsieur le député, continuez votre question. Monsieur le Président, aujourd'hui, le leader se lève plutôt que laisser ses collègues répondre aux questions qui lui sont dirigées. Ce que nous disons aujourd'hui, ce n'est pas de nous répéter la même cassette, c'est de répondre aux 535 000 personnes âgées qui sont inquiètes des augmentations de tarifs. C'est ça la question, Monsieur le Président. Est-ce qu'il va reculer et respecter la volonté des Québécois et surtout l'inquiétude des Québécois? Madame la responsable des aînés et des proches aidants, la réponse et la parole vous appartient. Monsieur le Président, pensez-vous que les aînés du Québec m'ont parlé du projet de loi 34? Franchement, on est là en train de dire qu'on va faire un gel. Pas qu'on est en train de faire une augmentation tarifaire. On va faire un gel. Et à toutes les fois qu'il va y avoir une augmentation, elle sera selon... Non, mais je ne peux pas croire qu'on se lève pour me parler de la FADOC par rapport au projet de loi 34. Vraiment, là, c'est saugrenu. Encore une fois, nous allons fonctionner... Mais je vous demande, s'il vous plaît, d'éviter de commenter les réponses. Nous allons fonctionner selon les règles. La ministre a la parole. Nous sommes attentifs à sa réponse. C'est trop bruyant. Nous ne voulons pas cela. Madame la ministre, poursuivez votre réponse. Moi, ce qui m'intéresse, Monsieur le Président, c'est de faire en sorte qu'il y ait des soins adéquats et à domicile et dans nos CHSLD, qu'on puisse prendre soin des personnes les plus vulnérables de notre société et d'arrêter de faire des amalgames qui n'ont aucun sens par rapport au projet de loi 34. Je vous demande votre attention pour la question de règlement, Monsieur le leader de l'opposition officielle. Le règlement nous prête des intentions, 35.6, de faire des amalgames. On vient de citer la FADOC qui est sortie le 12 novembre. Puis à son grand étonnement, Mme la ministre, elle l'apprend là. Mais ce n'est pas nous qui faisons des amalgames, c'est la FADOC qui dénonce le projet de loi. Rectification, elle ne doit pas nous prêter des intentions, elle doit lire sa revue de presse. Et je vous invite à re-questionner encore si vous le souhaitez. Ne commençons pas des débats de procédure. Je pense que c'est clair, les choses ont été dites. Je souhaite que l'on poursuive la période de questions pour faire en sorte qu'on puisse avancer le plus loin possible. Merci, Monsieur le leader du gouvernement. Nous allons continuer. Madame la députée de Saint-Laurent. Monsieur le Président, aujourd'hui, l'Union étudiante du Québec sonnait l'alarme. Ils ont fait une vaste étude sur la santé psychologique des étudiantes et étudiants universitaires. Près de 24 000 étudiants ont répondu à l'enquête intitulée « Sous ta façade ». Les constats sont alarmants. On y révèle que 58 % des étudiants universitaires souffrent de détresse psychologique. Un étudiant sur 5 montre des symptômes dépressifs à un niveau tel qu'il doit recevoir des soins. Que 3 fois plus d'étudiants que la population générale ont des idéations suicidaires. 2 fois plus d'étudiants passent à l'acte. De plus, on apprend que les universités font face à une augmentation fulgurante de demandes d'aide. Aujourd'hui, est-ce que le ministre de l'Enseignement supérieur entend appliquer les 13 recommandations du rapport? Monsieur le ministre de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur. C'est bien, Monsieur le Président. Je remercie ma collègue pour soulever cette question qui est très importante, qui nous préoccupe beaucoup, sur laquelle on travaille déjà. Déjà, il y a plus d'un an, lors de la campagne électorale, c'est un dossier qui interpellait beaucoup les associations étudiantes. On a fait plusieurs débats lors de la dernière campagne. Les associations nous disaient qu'elles allaient faire un sondage, que c'était le temps de faire un état des lieux. On est là. L'état des lieux est fait. De notre côté, du côté du gouvernement, on a tenu des forums aussi sur la santé mentale. Donc, maintenant que l'état des lieux est connu, qu'on connaît la gravité de la crise, certainement qu'on va agir avec nos partenaires du milieu universitaire, mais aussi dans le milieu collégial, parce que c'est quelque chose qui touche l'ensemble de l'enseignement supérieur. Il y a des recommandations de l'UEC qui disent 5 leviers: réduire la solitude, améliorer le soutien de collègues, réduire la compétition de collègues, réduire la précarité financière, améliorer les habitudes de vie, notamment les habitudes alimentaires, qualité du sommeil, mais il y a aussi, bien sûr, les actions que le gouvernement peut faire en améliorant le soutien aux universités
pour permettre d'avoir des services d'aide qui soient rapides, de ne pas tomber sur une liste d'attente qui va durer des semaines et des mois. Donc, certainement qu'on va se mettre au travail dans les prochaines semaines à cet égard. Première complémentaire, Madame la députée de Saint-Laurent. C'est sûr que ce rapport est très troublant. J'aimerais savoir quel est l'échéancier, quel est le montant qui va être dédié. Parce que dans les 13 recommandations, il y a aussi une recommandation essentielle, avoir des fonds dédiés pour les étudiants. Est-ce qu'immédiatement, il peut prendre l'engagement de tenir les 13 recommandations et de s'assurer qu'immédiatement, il va se mettre à l'œuvre, qu'il va coopérer et entendre les étudiants, mais surtout de déposer un plan d'action pour nous tous dès maintenant? Monsieur le ministre de l'Éducation en réponse. Monsieur le Président, vous comprenez qu'on ne dépose pas un plan d'action cet après-midi alors que les conclusions viennent d'être rendues publiques. Ce qu'on vous dit, cependant, c'est qu'on va travailler main dans la main avec l'ensemble des directions de nos cégeps, de nos collèges, avec l'ensemble de nos universités et bien sûr avec nos partenaires des associations étudiantes, la FEC, l'UEC, etc., pour arriver avec des solutions qui seront pérennes, pas quelque chose qu'on va faire pour 2 semaines pour passer à travers la crise, mais pour outiller mieux nos campus à répondre aux besoins des étudiants et des étudiantes. Oui, pour avoir des ressources quand on est en crise, mais aussi pour prévenir cet état de crise-là. Donc, on va travailler sérieusement, mais ça ne se fera pas cet après-midi pendant la période de questions. Deuxième complémentaire, Madame la députée de Saint-Laurent, à vous la parole. Bien entendu, on comprend que ce ne sera pas cet après-midi, mais vous dites que vous êtes à l'œuvre depuis 1 an. Est-ce que vous allez quand même consulter les partis d'opposition? Allez-vous nous impliquer? Allez-vous aussi comprendre que dans le forum de consultation générale, là-dedans, il y a un autre groupe, que dans ce groupe plus réduit, on parle spécifiquement des étudiants, de son réseau universitaire et que, par conséquent, ça prend un plan précis pour les étudiants dès maintenant et surtout un fonds dédié. Prend-il l'engagement de faire un fonds dédié? Je vous rappelle toujours de vous adresser à la présidence, évidemment. C'est notre règle. Monsieur le ministre de l'Éducation, même chose pour tout le monde. Monsieur le Président, donc c'est un rapport qui est troublant. On connaissait des fois des cas. On voyait bien qu'il y avait certains problèmes. Là, on voit que c'est assez répandu, que c'est dans plusieurs universités. Je pense que l'UEC a fait un bon travail pour avoir un échantillon qui est assez grand. Maintenant, on va se mettre au travail. Je ne peux pas vous dire cet après-midi de quelle façon précisément on va y arriver, mais c'est certain qu'on va y arriver en s'appuyant sur les travaux de ma collègue, la ministre de la Santé, qui a déjà déblayé le travail de belle façon. Et je vous dis qu'on va travailler main dans la main pour passer à travers cette crise sociale. Merci. Question principale, Madame la chef du deuxième groupe d'opposition. Merci, Monsieur le Président. Ça fait longtemps qu'on n'a pas entendu le premier ministre nous parler du troisième lien, surtout de combien ça va coûter, ce projet-là. Alors, nous, à Québec solidaire, on se pose beaucoup de questions sur ce sujet-là, vous le savez, mais on a voulu en avoir le cœur net. On a donc fait une demande d'accès à l'information, Monsieur le Président. On a appris que c'est sur la base d'une étude multicritère que le gouvernement a arrêté son choix sur un tunnel. On aurait bien voulu avoir toute l'information, mais en guise de réponse, on nous a juste donné la liste des critères. Figurez-vous, Monsieur le Président, que dans les critères, il y avait celui du coût, des coûts des projets. Ce que ça veut dire, c'est que le premier ministre, il sait combien ça va coûter, mais il ne veut pas nous le dire. Puisqu'il ne veut pas nous le dire, bien, il faut faire quelque chose que nous, à Québec solidaire, on fait, c'est-à-dire se retourner vers la science. Et dans ce sens-là, il y a une étude qui nous a démontré en 2016, la seule étude crédible d'ailleurs, Monsieur le Président, qu'un tunnel entre les deux rives, ça représentait un coût X. Alors, si on l'applique sur le 10 km prévu, on parle d'un coût de 5,13 milliards. Alors, est-ce que c'est ça que ça va nous coûter collectivement? Est-ce que c'est le chiffre avec lequel le premier ministre a pris sa décision? Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, dans les grandes villes du Québec, on va mettre en place des tramways, des autobus électriques comme on n'a jamais vu, à la vitesse qu'on n'a jamais vue au Québec. Par contre, le Québec, c'est grand. Chaudière-Appalaches, c'est une région qui est grande. Actuellement, quand l'Est du Québec vient vers Québec, il y a seulement 2 ponts qui sont un à côté de l'autre. On a besoin d'un troisième lien qui va être là pour les 75 prochaines années. Et, Monsieur le Président, actuellement, il y a des études qui sont faites, il y a des scénarios qui sont analysés.
Si la chef de Québec solidaire a le prix, bien, elle a de l'information que je n'ai pas, mais dès qu'on va avoir le coût des différents scénarios, on va les rendre publics. Mais, Monsieur le Président, on ne fera pas comme le Parti libéral, avancer, reculer sur le troisième lien. On l'a promis, puis on va respecter nos promesses. Première complémentaire, la parole n'appartient qu'à la chef du deuxième groupe d'opposition. Monsieur le Président, dans les critères, il y avait les coûts. Donc, il y a un chiffre. Il travaille avec un chiffre. Et ce qui est inquiétant, c'est quand on regarde les 250 gros projets d'infrastructure au monde, la moyenne de dépassement des coûts, et encore là, c'est une étude qui nous le dit, c'est 34 %. Alors, si on prend le 5 milliards qu'on a projeté avec l'étude de 2016, qu'on rajoute 34 %, ça va jusqu'à 7 milliards. Est-ce que c'est avec ce montant-là que vous avez pris votre décision de faire un tunnel? On s'adresse toujours à la présidence. Monsieur le premier ministre, à votre réponse. Monsieur le Président, bon, les élus de Québec solidaire viennent de grandes villes du Québec. Sauf qu'au Québec, il n'y a pas seulement des grandes villes. Il y a des régions au Québec. Puis même si on voulait mettre des trains, des tramways partout au Québec, il n'y a pas la densité suffisante. Et Chaudière-Appalaches, là, ont le droit à des services. Moi, j'invite la chef de Québec solidaire à aller se promener dans l'Est du Québec, à aller voir les gens dans Chaudière-Appalaches. Elle va comprendre que ce n'est pas la même vie que dans les grandes villes. Donc, on a besoin d'un troisième lien. Deuxième complémentaire, la parole n'appartient qu'à la chef du deuxième groupe d'opposition, s'il vous plaît. Ça, on avait compris que lui avait décidé qu'il y aurait un troisième lien. Je lui demande le chiffre. Je veux savoir avec quel chiffre il travaille. Il le savait en prenant la décision du tunnel. Alors, quand il vient le temps de fixer le salaire des gens du secteur public, il est pas mal proche de ses scènes. Quand il est le temps de projeter du transport collectif, encore là, il est pas mal proche de ses scènes. Mais là, ce que je comprends, c'est qu'il n'y en a pas de limite pour le troisième lien. Il ne veut pas m'avancer un chiffre. Il n'y a pas de limite, c'est ça que le monde comprend. Monsieur le premier ministre. Monsieur le Président, on sait que la chef de Québec solidaire m'a donné un ultimatum. Hein? Elle m'a dit que si d'ici le mois d'octobre 2020, il n'y en avait pas, qu'elle ferait tomber notre gouvernement, qu'elle mettrait la pagaille ici à l'Assemblée nationale. Bien, c'est ça que vous avez dit. Question de règlement. On ne peut pas prêter des intentions. S'il vous plaît. Non, s'il vous plaît. Non, alors, non, je viens d'entendre. Non, comprenons. Je vous ai déjà dit. Oui, complétez sur votre question de règlement, M. le leader. À ma connaissance, les éclats de rire des banquettes gouvernementales ne clôt pas mon intervention sur une question de règlement. Ce que j'allais vous dire, c'est affirmer que Québec solidaire va faire tomber le gouvernement, c'est prêter des intentions et c'est contraire à notre règlement. Monsieur Thibault, ce n'est pas une question de règlement, Monsieur le leader du deuxième groupe d'opposition. Je demande de poursuivre, s'il vous plaît. On continue, évidemment, sur la réponse du premier ministre. Vous voulez qu'on reste ou pas? Bien, je suis content de savoir que Québec solidaire a changé d'idée et va continuer de supporter le gouvernement. Monsieur le Président, quand les études vont être terminées, quand on va avoir les coûts des différents scénarios, on va être transparent. On ne fera pas comme les libéraux, on va être transparent. Puis les travaux vont commencer avant la prochaine élection. Donc, en 2022, les gens vont savoir sur quoi voter. Question principale, Monsieur le chef du troisième groupe d'opposition. Monsieur le Président, les Québécois sont inquiets parce que la place du français au Québec se dégrade. Hier, on a appris que 70 % des Québécois francophones sont préoccupés par l'avenir de leur langue. La situation actuelle du français le justifie. L'accueil en français dans les commerces a reculé de 84 à 75 % à Montréal. L'an passé, 2807 plaintes à l'Office québécois de la langue française. On a même appris que le gouvernement ne respecte pas sa politique linguistique. Au Parti québécois, c'est une priorité, la langue. C'est une conviction très profonde. Je veux vérifier le sérieux du premier ministre en cette matière. Est-il prêt à ouvrir la loi 101 pour la renforcer, enfin? Monsieur le premier ministre. Monsieur le Président, d'abord, je veux en profiter pour remercier le chef du Parti québécois qui était là hier soir avec Mme Marois, avec John Parizella, avec plein de gens qui ont fait la promotion du français puis qui ont dit c'est pas seulement la responsabilité du gouvernement de protéger le français. Quand on va dans un commerce à Montréal, on doit exiger de se faire servir en français. Les citoyens aussi ont un rôle à jouer, Monsieur le Président. Donc, on a posé des gestes déjà depuis qu'on est au gouvernement. On a augmenté de 70 millions de dollars le budget pour donner des cours de français aux nouveaux arrivants. Actuellement, mon collègue est en train de regarder toutes les options. On n'exclut pas de réouvrir
la loi 101. Ce qui est important, Monsieur le Président, c'est qu'on investisse pour faire la promotion du français, faire la promotion de notre culture. Ça fait partie de notre identité, puis on doit tous y travailler ensemble. Première complémentaire, Monsieur le chef du troisième groupe d'opposition. Monsieur le Président, évidemment, on est d'accord là-dessus, mais le test est législatif. C'est d'améliorer la Charte de la langue française. Le dernier test, c'était la loi 14 dans le gouvernement de Mme Marois, qui, justement, était là hier et nous demandait d'agir. Alors, ma question au premier ministre, la dernière fois, quand la CAQ était dans l'opposition, il disait qu'il fallait débattre de ces questions-là sans trop d'émotion, qu'il ne fallait pas renforcer la loi 101. J'espère qu'il a changé. Si c'est le cas, il peut compter sur notre appui, mais j'ai vraiment besoin de l'entendre dire qu'il y a d'autres gestes à poser. Ils sont législatifs, ceux-là. Monsieur le premier ministre. Monsieur le Président, il y a beaucoup de gestes à poser pour renforcer la langue française. Je vous en donne un exemple. Il y a des ministères actuellement qui n'ont pas de plan pour s'assurer que les employés parlent aux nouveaux arrivants français. Puis lorsque le Parti québécois était au pouvoir pendant 18 mois, le Parti québécois n'a rien fait pour changer ça. Moi, je pense que le gouvernement du Québec doit donner l'exemple. C'est en français que ça se passe, les relations avec les citoyens, les nouveaux arrivants. Donc, Monsieur le Président, nous, on va agir et on va s'assurer d'en faire la promotion. Regardez bien les investissements qui vont être faits en culture. Deuxième complémentaire, Monsieur le chef du troisième groupe. Président, renforcer la loi 101, ça ne prend pas d'investissement. Le premier ministre s'est toujours opposé à renforcer la loi 101 et assujettir les entreprises de 25 à 49 employés à la Charte de la langue française parce qu'il dit que c'est trop de paperasse. Lui, sa priorité, c'est la paperasse. L'avenir de la langue française dans le milieu de travail, là où ça compte, c'est toujours pas un enjeu pour lui. Est-ce qu'il est prêt à renforcer la Charte de la langue française pour qu'en milieu de travail, c'est en français que ça se passe, puis c'est comme ça qu'on vit au Québec? Monsieur le premier ministre. Monsieur le Président, je ne suis pas d'accord avec le chef du Parti québécois qui dit que ça ne prend pas d'argent pour faire la promotion du français. Je ne suis pas d'accord avec lui. Actuellement, il y a beaucoup de nouveaux arrivants qui voudraient suivre des cours de français, puis les cours de français ne sont pas disponibles. Ce qu'on veut faire, entre autres, dans les petites entreprises, c'est de s'assurer que le midi, les travailleurs puissent suivre des cours de français. Donc, mon collègue, le gouvernement est en train d'investir pour qu'il y ait plus de cours de français. Oui, il y a des lois à respecter, puis on doit respecter la loi 101. Les ministères doivent respecter la loi 101. Ça n'a pas été fait avec le PQ, ça va être fait avec la CAQ. Question principale, Monsieur le député de Pontiac. Monsieur le Président, on a tous lu avec beaucoup d'émotion ce week-end l'histoire d'Octavie. Une femme de 19 ans qui a passé des mois à l'hôpital en attente des greffes qui auraient pu lui sauver la vie. Et malheureusement, pour elle, comme pour plusieurs autres, la greffe n'a jamais eu lieu. Aujourd'hui, il y a plus de 800 Québécois qui attendent un don d'organes. Des patients qui ont mal, qui sont hospitalisés, qui ont mis leur vie sur pause, des familles qui sont inquiètes, qui sont dévastées, qui pensent, qui prient, qui espèrent qu'un jour, ils vont recevoir l'appel qu'un donneur a été identifié. Monsieur le Président, on doit en faire plus pour le don d'organes. Il n'y a aucune raison que le Québec ne devienne pas un chef de file en la matière. Qu'on mette en place toutes les mesures nécessaires, des médecins coordonnateurs, oui, mais des centres de prélèvement dédiés aussi. Et comme d'autres provinces l'ont déjà fait, le consentement présumé. Pour qu'au Québec, donner à son prochain devienne le principe de base tout en respectant les droits individuels et le droit de refuser. Est-ce que la ministre de la Santé est d'accord avec le projet de loi 399? Est-ce qu'elle est d'accord pour donner un peu plus d'espoir aux 800 familles? Madame la ministre de la Santé et des Services sociaux. Oui, Monsieur le Président, c'est une question qui nous touche beaucoup comme société. Et moi, la première chose que je veux dire, c'est que j'ai lu l'histoire d'Octavie cette fin de semaine-ci. On a tous été touchés par cette histoire, et évidemment par la famille d'Octavie. Et nous ménageons pas les efforts actuellement, Monsieur le Président, pour augmenter le don d'organes au Québec. Comme mon collègue l'a mentionné, on a mis des stratégies en place, comme les médecins coordonnateurs, dans tous les hôpitaux du Québec. Nous sommes en train de le faire, Monsieur le Président, parce que c'est une mesure qui a donné des résultats ailleurs au monde, par exemple en Espagne. Par exemple, même dans une région du Québec, le Saguenay-Lac-Saint-Jean, où le taux de don d'organes est aussi élevé qu'en Espagne, qui est le champion au monde du don d'organes. C'est sûr que le don d'organes présumé, c'est une mesure pour laquelle nous sommes ouverts, mais il y en a d'autres, comme les médecins coordonnateurs, comme aussi la sensibilisation
On a fait de la sensibilisation au Québec et on a augmenté le don d'organes. Première complémentaire, M. le député de Pontiac. Président, je suis content de savoir qu'elle est ouverte à la question, mais plusieurs de ses collègues se sont déjà prononcés ici en cette Chambre et ailleurs pour dire qu'ils appuieraient un projet comme celui-là. Alors, si, comme nous, ils y voient un bénéfice pour tous ceux qui attendent, si, comme nous, ils croient que le Québec doit mettre de leur côté, du côté des patients, toutes les chances de recevoir un organe, de recevoir une greffe, est-ce qu'ils sont prêts à s'engager, à appeler le projet de loi, disons, M. le Président, au cours des 6 prochains mois? Madame la ministre de la Santé et des Services sociaux. Oui, Monsieur le Président, il faut avancer dans ce dossier-là de façon prudente. Je dois dire qu'on a connaissance d'expériences dans le monde où il y a eu dons présumés et que ça n'a pas donné les résultats escomptés. Bon, mais on est quand même ouvert à regarder la question. C'est une question, évidemment, que la population aussi suit de près. Mais, Monsieur le Président, il faut agir maintenant. Et on met en place des médecins coordonnateurs. Ça s'est fait au Saguenay-Lac-Saint-Jean, ça a donné des résultats. On pense aux 800 personnes qui attendent actuellement sur une liste d'attente. Il faut s'en occuper. On a fait de la sensibilisation dans le passé, ça a donné des résultats, il faut le refaire. Deuxième complémentaire, M. le député de Pontiac. Monsieur le Président, en tout respect, la ministre a passé les 2 dernières minutes à dire qu'elle est ouverte, à dire que c'est une mesure qui ne fonctionnait pas, mais à dire qu'il y avait une possibilité d'en faire plus, Monsieur le Président, sur le projet. Alors, on ne lui demande pas de l'adopter, on lui demande de l'étudier, le projet de loi. Le projet de loi, effectivement, là, il est simple, il est écrit pour donner un maximum de latitude pour qu'on puisse en discuter, pour qu'on puisse entendre les experts, pour qu'on puisse entendre les familles et qu'on puisse ensuite prendre une décision. C'est tout ce qu'on lui demande, Monsieur le Président. On ne comprend pas pourquoi elle ne veut pas appeler le projet de loi. Madame la ministre de la Santé et des Services sociaux. Monsieur le Président, il y a 800 personnes qui attendent sur une liste d'attente pour avoir un organe ou des organes. Alors, la mesure qui est la plus rapide actuellement, c'est de mettre des médecins coordonnateurs. C'est ce que nous faisons maintenant. L'autre mesure qui a donné vraiment un impact important il y a quelques années, c'est la sensibilisation qui a été faite à travers le Québec par Transplant Québec. On a diminué de 400 le nombre de personnes qui attendaient pour un don d'organes. On était à 1200, on a baissé à 800, Monsieur le Président. Ça, c'est vraiment des résultats. Alors, nous agissons maintenant, mais nous sommes ouverts, évidemment, à analyser toutes les options. Question principale, Monsieur le député de Rosemont. Vous êtes le seul à avoir la parole. Merci, Monsieur le Président. La semaine dernière, le président du Conseil du Trésor nous a demandé d'être patient dans le dossier des médecins spécialistes. On est patient, mais on n'est pas dupe. On a déjà vu ce film-là. On avait peur de voir le gouvernement s'écraser devant le lobby des médecins spécialistes. C'est malheureusement ce qui est arrivé. Nous avions raison d'être inquiets. Ça me rappelle, Monsieur le Président, la blague des comptables. Vous allez voir un comptable, vous lui dites 1 plus 1, ça fait combien? Il va vous répondre peut-être, ça dépend combien tu veux que ça fasse. Alors, les médecins spécialistes sont allés voir le comptable en chef du gouvernement, puis ils lui ont dit 1 milliard en trop, ça fait combien? Ben, apparemment, ils se sont fait répondre ça dépend combien vous voulez que ça fasse. Bien, ça fait 500 millions à la fin. Ça s'est réglé de cette façon-là, alors que le premier ministre s'est décrit comme un deal maker. Promettre 1 milliard, livrer 500 millions, c'est tout ça un bon deal pour le premier ministre? Monsieur le président du Conseil du Trésor. Alors, Monsieur le Président, moi, je suis un petit peu déçu aujourd'hui parce que je pensais que le député de Rosemont allait se lever en cette Chambre pour nous féliciter d'être arrivé à une entente avec les médecins spécialistes, alors que tout le monde reconnaissait depuis un temps que cette entente-là, elle n'était pas la bonne entente. Même les médecins reconnaissaient qu'elle était indécente sur certains aspects. Nous avons travaillé sur une entente depuis 1 an qui respecte nos objectifs, Monsieur le Président, et qui fait qu'aujourd'hui, au lieu d'être dans un climat de conflit avec les médecins spécialistes, nous avons conclu la semaine passée ce que j'ai appelé une perspective d'entente. Parce que, Monsieur le Président, tout n'est pas terminé. Mais moi, j'ai entendu des commentaires depuis plusieurs jours de gens qui disent « Enfin, on va changer la façon de travailler.
On a accompli nos objectifs qui ont été très clairs, énoncés par le premier ministre, de rétablir une rémunération équitable pour les médecins à moins de 9 % de la moyenne canadienne, puis qu'en plus, les économies vont aller dans la santé pour améliorer le système. Alors moi, j'attends encore les félicitations, Monsieur le Président. Première complémentaire, Monsieur le député de Rosemont, s'il vous plaît. Pas de commentaire sur la réponse. La parole au député. Quand on promet 1 milliard et qu'on livre la moitié à 500 millions, je suis désolé, mais on ne mérite pas de félicitations. Ça ne viendra certainement pas de nous ici, en tout cas, Monsieur le Président. Alors, de deux choses l'une. A, ou bien la présidente de la FMSQ avait raison de dire que le chiffre d'1 milliard venait de nulle part, ou B, le gouvernement n'a pas eu le guts, encore une fois, de tenir sa parole. C'est A ou B. Monsieur le Président du Conseil du Trésor. En fait, c'est aucune de ces réponses, Monsieur le Président. Parce qu'en fait, ce qui est intéressant, puis je vais vous donner la chance de se reprendre aux députés de Rosemont au cours des prochaines semaines, parce que dans le fond, Monsieur le Président, on a dit qu'on avait une très bonne entente qui était à être finalisée, et on a plusieurs semaines, parce qu'il faut mettre les documents par écrit. Il y a énormément de travail qui va se faire. Et quand on aura la chance de présenter une entente très claire qui va être présentée aux autorités de la Fédération et au Conseil des ministres, je pense que tout le monde va prendre connaissance qu'avec ce qu'on avait et la discussion qu'on a eue, on a une excellente entente. Alors, je pense que, je le répète, c'est une excellente entente, Monsieur le Président. Deuxième complémentaire, Monsieur le député de Rosemont. Je vous cite le président du Conseil du Trésor tout à l'heure devant les journalistes. L'engagement qui a été fait visait 1 milliard parce qu'on n'avait pas tous les chiffres. Finalement, c'est moins qu'on a besoin pour atteindre notre objectif. Fin de la citation. Finalement, on verse 500 millions de trop, mais c'est pas grave, on a dit n'importe quoi. On va pas chercher le milliard qu'on avait promis d'aller chercher. Alors, minimalement, là, la moindre des choses, est-ce qu'on pourrait voir cette fameuse entente qui prive les Québécois de 500 millions qu'on leur avait promis? Je vais me permettre de vous rappeler de faire attention aux propos utilisés. Monsieur le Président du Conseil du Trésor, réponse. Aucun problème, Monsieur le Président. Alors, je pense que je vais le répéter pour être très clair. Nous avions promis la semaine passée d'arriver avec un principe d'entente qui nous permettrait de finaliser cette entente-là, ce que nous sommes à faire au cours des prochaines semaines. Lorsqu'on aura une entente qui va avoir été écrite, qui rentrera dans le détail, écoutez, c'est une entente qui est complexe et moi, je suis excessivement fier de ce qu'on a pu accomplir avec la FMSQ. Quand on aura des documents détaillés qui auront été approuvés par les deux, par la Fédération et par le Conseil des ministres, ça nous fera plaisir de partager l'information et les gens réaliseront que ça va changer. La ministre de la Santé va être heureuse d'avoir ces nouveaux dollars-là pour travailler dans la santé. Merci, Monsieur le Président. Question principale, Madame la députée de Saint-Henri-Sainte-Anne. Merci, Monsieur le Président. Alors, dans le cadre du projet de loi 34, il y a eu beaucoup de personnes à s'opposer à ce projet de loi, mais il y a un élément qu'on n'a pas suffisamment étudié, c'est les impacts au niveau des échanges commerciaux. Alors, ma question, c'est pour interpeller le ministre de l'Économie. Il y a un exemple très concret de ce qui peut se passer entre le gouvernement et les États-Unis lorsque il y a un problème avec la Régie de l'énergie. Alors, Hydro One, un exemple très concret, Hydro One a voulu acquérir Avista aux États-Unis. Qu'est-ce qui s'est passé au moment de cette acquisition-là? Le gouvernement de l'État de Washington est sorti et a dit que la décision touchant Hydro One a été influencée par des considérations politiques suite à l'implication du premier ministre Ford lors de cette transaction-là. Ce que ça veut dire, Monsieur le Président, c'est lorsque nous avons de la politique qui se mêle d'un dossier avec un monopole comme Hydro-Québec, nous avons des enjeux réels et un potentiel impact sur nos échanges commerciaux. J'aimerais entendre le ministre de l'Économie nous dire comment il peut être en faveur de ce projet de loi. Monsieur le ministre de l'Économie. Monsieur le Président, la procédure qu'on suit au gouvernement, c'est dans tout projet de loi qui touche des relations commerciales, soit nationales ou au Canada ou internationales, le ministère de l'Économie est pris en compte pour revoir avec les différents fonctionnaires s'il y a des enjeux au niveau des ententes commerciales et si aussi en consultant nos avocats. Alors, dans le cas du PL 34, comme dans tous les autres projets de loi, nous avons évalué s'il y avait des risques au niveau des représailles des différents gouvernements et on a conclu que c'était gérable. Donc, à ce moment-ci, il n'y a pas d'enjeu spécifique que nous avons identifié au projet de loi 34. Première complémentaire, Madame la députée de Saint-Henri-Sainte-Anne. Monsieur le Président, Normand Mousseau, qui est un expert dans le domaine, dit la chose suivante. Les États américains possèdent généralement des régies très fortes
et considère celle-ci comme essentielle pour assurer la transparence des tarifs. Hydro-Québec s'expose donc à des accusations de dumping de la part des opposants. Est-ce que le ministre de l'Économie est en opposition à ce que vient de dire l'expert en question, M. Rousseau? Monsieur le ministre de l'Économie. Écoutez, Monsieur le Président, je n'ai pas vu ce rapport-là, mais je peux vous dire que présentement, un des enjeux que nous avons au gouvernement, toutes les relations commerciales avec les Américains nous préoccupent parce que nous sommes très dépendants de notre commerce international. On a 70 % de nos biens qui s'en vont aux États-Unis. On a le Buy American Act. Alors, je peux juste vous confirmer que dans tous les relations commerciales, dans tous les secteurs industriels stratégiques pour le gouvernement du Québec, on travaille avec des avocats externes, avec nos ministères, pour s'assurer qu'on a la plus grande coopération et de profiter et de ne pas perdre nos acquis, surtout avec le côté américain. Donc, le rapport en question, je ne l'ai pas lu, mais je peux vous dire que le PL 34, comme tous les autres projets de loi, et nous entendons présents, sont sujets à des revues constantes de la part des fonctionnaires. Deuxième complémentaire, Madame la députée. On est rassuré, Monsieur le Président. La dernière fois que le ministre de l'Économie s'est levé en cette Chambre, c'est pour défendre la réforme du PEC. Et à la fin, on a appris finalement qu'il n'avait pas tous les détails avant de se prononcer. Alors, j'invite le ministre de l'Économie à aller voir tous les détails par rapport au projet de loi 34, parce qu'en termes d'échanges commerciaux, il y a réellement un enjeu. Et je pense qu'il devait se pencher sur cette question avant de répondre dans cette Chambre. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le leader du gouvernement. Monsieur le Président, la députée de Saint-Henri-Sainte-Anne sait très bien que dans le cadre du projet de loi 34, le rôle de la Régie de l'énergie demeure toujours. Alors, lorsqu'elle souligne, encore une fois, et c'est la stratégie du Parti libéral, Monsieur le Président, de faire peur, de tenter d'agiter. Faire attention encore une fois aux propos. Non, mais je vais vous demander de choisir vos mots pour passer la même idée. Je pense que vous savez comment ça fonctionne. Vous êtes tous habiles. S'il vous plaît, poursuivez. Poursuivez, Monsieur le ministre. Alors, Monsieur le Président, le Parti libéral tente de semer des inquiétudes, ce qui est fondamental, Monsieur le Président. Soyons seulement, encore une fois, ça va bien. Faisons en sorte de faire attention encore aux propos pour éviter qu'il n'y ait dérapage dans l'échange. Il y a des inquiétudes, ça va continuer, dites-vous. Monsieur le Président, le projet de loi 34 va bénéficier à l'ensemble de la population ainsi qu'aux entreprises. On s'assure d'avoir un gel de tarifs pour la première année, que ce soit limité à l'inflation pour les autres années. On s'assure aussi de faire en sorte qu'Hydro-Québec soit redevable envers la population du Québec parce qu'il ne pourra pas dépenser sans justifier. On s'assure que les revenus ne sont plus liés aux dépenses de Hydro-Québec. Question principale, Monsieur le député de Néligan. Monsieur le Président, les décisions caquistes prises dans cette première année ne vont malheureusement pas dans le sens du développement économique. Ils sont anti-économiques. Pour que notre économie continue de prospérer, nous avons besoin de deux choses. La main-d'œuvre disponible et un environnement propice à la croissance. Et bien, Monsieur le Président, dans les deux cas, la CAQ restreint la capacité de nos PME en premier lieu de poursuivre leur croissance. Pour ce qui est de l'environnement propice à la croissance, la CAQ nuit également à nos entreprises, entre autres par l'entremise du projet de loi 34, la loi qui modifie la méthode de fixation des prix d'électricité. La CAQ ne propose rien de moins qu'une hausse perpétuelle du prix d'électricité. En faisant, il diminue l'attractivité du Québec pour que les entreprises s'installent ici. Alors, Monsieur le Président, pourquoi la CAQ s'entête à rendre la vie difficile à nos PME? Monsieur le leader du gouvernement. Monsieur le Président, l'objectif du projet de loi 34, c'est notamment d'amener une prévisibilité. Sous le régime libéral, Monsieur le Président, et sous le régime péquiste, il n'y avait pas de prévisibilité. Ça faisait en sorte que parfois, certaines années, il y avait des hausses de tarifs extrêmement importantes. Et surtout, Monsieur le Président, je vous le réitère, actuellement, avec la loi d'Hydro-Québec, devant la Régie, ce que ça faisait, c'est que si Hydro dépensait plus, il pouvait augmenter davantage ses tarifs. Et le chef de l'opposition va être d'accord avec moi là-dessus parce qu'il connaît bien le dossier. Il a été ministre d'Hydro-Québec, Monsieur le Président. Ce qu'on fait avec le projet de loi actuellement, c'est qu'on s'assure de ne plus lier les dépenses d'Hydro-Québec avec la proportion, la ponction qu'ils vont pouvoir aller chercher dans les poches des Québécois, Monsieur le Président. C'est un projet de loi qui est bon pour les Québécois pour s'assurer de la prévisibilité des revenus et surtout pour s'assurer aussi que les Québécois vont savoir combien ils vont payer pour leur hydroélectricité aussi et ça sera limité à l'inflation pour les 4 autres années, Monsieur le Président. Alors, pour la première année, c'est un gel et pour les autres années, c'est à l'inflation. Alors, en termes de prévisibilité, Monsieur le Président, on s'assure que les Québécois vont pouvoir savoir comment est-ce qu'ils pourront être tarifés. Et surtout pour les entreprises aussi, ça assure une stabilité pour les différentes entreprises, Monsieur le Président. Question principale, Monsieur le député de Néligan. Situation particulière. Sur 17 groupes, un consensus fort. C'est un mauvais projet de loi. Encore une fois, un projet de loi
caquiste, brouillon et mal ficelé. La Fédération canadienne de l'entreprise indépendante a elle aussi demandé le retrait de ce projet de loi. 1400 PME à travers toute la province ont signé une pétition. Monsieur le Président, je me tourne maintenant vers la ministre responsable du développement économique régional, que j'aimerais bien entendre en Chambre. Dans son comté, Monsieur le Président, 28 entreprises signataires sont contre le projet de loi 34 tels que Métro Moreau Inc., la Villa des Sages et Rablière HP Inc. Quand est-ce qu'il va enfin se lever au sein de son caucus pour défendre les PME et faire retirer ce projet de loi bruyant qui met à mal le développement économique régional? Madame la ministre déléguée au développement régional économique. Merci, Monsieur le Président. La première question que je poserai à mon collègue, c'est qui forme la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante? Qui cherche à appuyer exactement? Je pense que la réforme du projet de loi, le projet de loi 34 qu'on suggère, permet une prévisibilité pour les entreprises, tant en milieu rural qu'en milieu urbain. Puis nous, c'est ce qu'on veut offrir. En plus de la réforme d'Investissement Québec qui va mieux soutenir la croissance des entreprises, on va arriver à amener au Québec une croissance exponentielle du monde des affaires. Puis ça, c'est ce qui nous importe, nous, à la CAQ, en plus de toutes les autres mesures qu'on va mettre de l'avant au cours des prochains mois pour mieux soutenir les entreprises. Donc, le projet de loi 34, il tient la route pour les entreprises comme pour les particuliers. Cela met fin à la période de questions et de réponses orales. Merci à tous.